aimez DevApps. Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/devaps. Bien, écoutez, bonjour et bienvenue pour ce 3e épisode de notre saison 5 des Meetups de DevApps. Donc aujourd'hui, on va voir trois parties. Une première partie est très rapide sur les actus, sur toutes les nouveautés qui sont apparues là ces dernières semaines. Une deuxième partie avec notre Michel Pierferti. Ah, c'est moi la deuxième partie? Oui, c'est toi la deuxième partie. Concernant Cosmos DB. Et puis ensuite, on verra si on parle de Kubernetes et des microservices et voir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une usine à gaz ou pas, quoi. Donc, première partie concernant les actus, vous avez vu, c'était hier, je crois, ou avant-hier, on a la dernière version de .NET 6, la RC2, qui est parue, avec, j'ai l'impression, côté ASP.NET, pas beaucoup de nouveautés. Je ne sais pas si vous avez pu voir, si vous avez des retours à ce niveau-là, au niveau de ASP.NET. Blazor, 6. Pardon? Pardon? Pour Blazor, il y a une nouveauté qui est assez intéressante, qui n'était pas dans la RC d'avant. Ouais. C'est de pouvoir compiler des modules WASM, WebAssembly. Par exemple, depuis avoir du code en C, on compile dans un module WebAssembly et qu'on peut importer avec le DLL import dans ton application Blazor et appeler ton code qui est du code C, tu l'appelles depuis C# en faisant un DLL import. Donc ça, c'est une feature qui n'existait pas avant. Et ça peut être pas mal. Ouais, tu as un exemple concret de ce que ça peut donner? Pour faire une addition plus rapide, quoi. Ouais, de l'exécution plus rapide. Mais non, surtout... une addition. Ah, une addition plus rapide, ouais. Non, l'exemple donné par Dan Roth hier soir dans le community stand-up, c'était appelé une fonction Fibonacci. Mais imagine que tu as du code en C, je sais pas, qui fait du traitement d'image. Tu peux le compiler en WebAssembly et puis l'exécuter plus rapidement. Ouais, c'est tous ces trucs-là de gestion de son, gestion de vidéo, tout ce qui va être codec, ceux qui veulent s'amuser à faire des bonnes applications hyper costauds, c'est formidable pour eux. Sachant qu'il y a pas mal de langages qui compilent vers WebAssembly maintenant. Tu n'as pas que le C, tu as Rust, tu as Go, je crois aussi, tu as d'autres. Donc, ça permet aussi de faire de l'interop où tu trouves un sample qui marche pour toi, mais qui n'est pas en C#, mais qui est dans un autre langage. Tu peux quand même l'utiliser tel quel, en fait. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de codecs qui sont en WebAssembly maintenant. C'est pour ça qu'ils avaient parlé de Skia Sharp qui était. Ouais, c'est exactement ça. L'exemple qu'ils donnent aussi, c'est que Skia Sharp, ils ont fait une version de Skia Sharp qui récupère sous forme d'un NuGet. Et en interne, ils ont compilé le composant. Je ne sais pas si c'est du C ou du C++ ou du Go ou quoi que ce soit. Et en fait, tu rajoutes un NuGet et tu peux appeler du Skia Sharp directement dans ton application Blazor, quoi. Non, ça, c'est assez prometteur. C'est assez prometteur aussi pour tout ce qui est WASI, qui est en fait la possibilité de faire tourner du WebAssembly en dehors d'un web browser. Et donc avoir de l'interopérabilité sur des modules qui sont écrits dans différents langages, quoi. Et pas réimplémenter la roue dans différents langages, quoi. Ça peut être pas mal. Ok, donc .NET 6, donc là il y a la release candidate 2 qui est dispo depuis hier. Et on a la date officielle du lancement, c'est donc le 8 novembre. On aura ce lancement avec des conférences qui auront lieu du 9 au 11 derrière. D'ailleurs, nous, on participera, on aura, comme on avait fait là c'était pour la build, on aura une conférence où on rediffusera à l'intérieur d'un meet-up
On pourra commenter cette conférence comme on l'a fait pour la build, quoi. Donc le 8, c'est Visual Studio, Richard, et le 9, c'est .NET 6. Ouais, mais ils vont sortir Visual Studio sans .NET 6? Bah, écoute, Alors- l'annonce de Visual Studio, c'est le 8. Et l'annonce de .NET 6, c'est le 9. Donc c'est un peu Non, non, bizarre. le 9, c'est la .NET Conf, non? C'est pas la. Ouais. Ouais, mais ils vont peut-être Si. sortir .NET 6 la veille et faire la conf après. Ouais, c'est Bah non, ils sortent pas un ils sortent pas un .NET le lundi, donc ce sera forcément le 9. Ni un vendredi. Donc, ça C'est limite. toujours le mardi. Regarde la RC2, c'est le mardi, bizarrement. Second Ouais, mardi ça a du l'air mois. compliqué encore leur truc. Non, c'est second mardi du mois, c'est simple. C'est tellement logique, bref. Mais tu es d'accord que la conf de Visual Studio 2022, c'est le 8. Oui, Ouais. absolument, oui. Et depuis il y a plus d'un an, ils disent que .NET 6 sera lancé à la .NET Conf. Le premier jour, c'est le 9. Et on On aura le verra mystère bien. dans 3 semaines. On aura Exactement, on verra bien. Et donc, on a eu aussi la publication de la Preview 5. Alors, ça, c'est pareil, de Visual Studio 2022. Donc, on a la Preview 5 qui, en réalité, est aussi la RC. Moi, je ne l'ai pas compris comme ça, hein. Bah alors, tu l'as Alors- compris. Bon, explique. Moi, ce que j'ai compris, je pense que c'est la même chose que Mitch. C'est qu'en fait, ils disent que il y a deux versions. Et si tu mets la Preview 5, tu seras mis à jour vers les bêtas après, 17.1 Preview. Et si tu mets la RC, bah, tu iras dans le General Availability, donc la version 17.0, quoi. Alors, si vous trouvez l'installeur DRC, je suis curieux parce que j'ai pas trouvé, hein. Ouais. Bah, pour moi, c'est Ouais. la même, hein. Ouais. Bah, en tout cas, si tu installes depuis Visual Studio Installer et que tu l'avais avant, la RC1, il installe la Preview 5. Donc effectivement, c'est pas très clair leur bordel. Ouais, je pense que le product manager de Visual Studio, il a fumé les dates et les versions. Bah, si tu vas sur la page que je t'ai mise là, donc le visualstudio.microsoft.com/downloads, tu as deux boutons en haut, tu as Visual Studio 2022 Release Candidate, et ensuite tu as une autre page qui t'amène vers les previews en fait. Mais c'était pas clair, hein, mais non, je suis d'accord, leurs publications et leurs sites sont pas bien faits là, mais il y a bien deux versions qui existent apparemment. Et la preview, en gros, ça, tu vas aller sur la 17.1, etc. Là, mais... Ouais. Bon. Ok. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, dans les actualités, vous avez vu que concernant le, le subsystème Linux, qui maintenant a été disponible sur le Windows Store, plutôt que d'avoir une intégration à l'intérieur de Windows. Il y a un autre truc aussi que j'ai vu qui était assez intéressant, c'est concernant alors si vous êtes sur la dernière version, enfin sur la version Canary de Edge, vous verrez que dans le gestionnaire de tâches, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus explicite sur les différentes tâches justement de Edge. On voit bien quels sont les différents plugins qui sont installés à l'intérieur du gestionnaire de tâches. Je sais pas C'est si quoi vous le voyez ce que je veux raccourci dire. pour avoir le gestionnaire de tâches? Control Shift Escape. Il faut lever la main droite ou pas? Avec la main gauche. Ah, ok. D'accord, ouais. Et donc, dans le gestionnaire de tâches, quand vous cliquez sur Microsoft Edge, vous avez les différents processus. Vous voyez, par exemple, moi j'ai l'extension Angular, l'extension Office, le navigateur, le processeur GPU, et puis les différentes tâches, quoi. Donc, bon, ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus sexy au niveau de l'information. Toujours au niveau de Edge. Au niveau de Edge Canary, maintenant, si vous allez dans edge://apps, vous avez des informations beaucoup plus détaillées sur les applications PWA qui sont installées au sein de votre navigateur, donc qui vous permet de savoir
quelles sont les différentes apps PWA qui sont installées. Vous pouvez, à l'intérieur de cette nouvelle page, l'épingler au niveau de l'écran de démarrage ou directement au niveau de la barre de tâches. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Non, je ne suis pas en Canary, non. Et en Canary, j'ai pas d'installation d'app. Si, tu dois l'avoir, ça. Non, j'ai installé aucune app PWA, donc Ah, j'ai d'accord. rien, c'est vide. Bon. Et toi, tu peux pas le faire voir? Bon, Si, ok. si, je peux le faire voir. Enfin, c'est pas non plus Ah bah si. l'information du siècle. Alors, je vais aller. Le point. Oups. Voilà. Donc, vous voyez là, par exemple, D'accord, ouais. Ah ouais, canal YouTube. ok. Donc, c'est Ce qui veut dire. Non, c'est sympa. C'est sympa. C'est-à-dire que plus ça va aller, plus on va être tenté d'installer des PWA que d'utiliser les apps natives, quoi. Oui, et ça veut dire que véritablement, c'est une de leurs priorités, quoi. C'est ça qu'il faut retenir. Ok, bon, côté news, a priori, c'est tout ce que j'avais. Si vous aviez d'autres news. J'ai vu passer dans Slack, il y a les vidéos de Devox qui sont sorties. Ouais. Ouais. Ouais, c'est Rémi qui avait publié ça. Ouais, j'ai commencé à en visionner. Il y a des choses assez intéressantes. Et c'est vrai que du retour d'expérience sur de la base de données, très très gros volume chez Le Bon Coin, c'est une vidéo assez intéressante par exemple. J'ai pas vu celle-là en passé. Et puis j'ai commencé à regarder la comparaison entre AWS, Google et Azure au niveau cloud, avec 3 experts du cloud, mais elle dure 2h30, donc j'ai pas encore tout vu. Et quand elle sera finie, elle sera déjà obsolète parce que Je pensais que tu avais commencé à comparer OVH, etc., etc. Non, Mais on parle de ça, cloud c'est là. un autre sujet. Je parle de trucs sérieux, quoi. Tout sérieux, on rigole, mais ce matin, on pouvait pas créer de VM sur Azure donc, pendant 5 heures. Donc. Oui. Pourquoi Azure, c'est sur VH? Non, C'était pas mieux VH ce matin. non, C'est ça. c'était. Bon, écoutez, on va peut-être passer à la deuxième partie, Michel, puisque tu en fais. Ah merde, ok. Oui. Ouais, c'est à toi, oui. Ah merde, c'est à moi. Attends. Alors je vais reprendre un petit peu où je m'étais arrêté la semaine dernière au Virtual Azure Community Day. J'avais présenté comment organiser des données dans Cosmos DB, mais j'ai pas montré comment manipuler vraiment la donnée dans Visual Studio, enfin en .NET, parce que je vais pas dire Visual Studio parce que je vais faire la démo dans Rider, mais mais comment on manipule cette donnée-là en .NET. Et c'est à peu près pareil dans tous les autres langages, mais c'est pour montrer les petits que c'est pas si compliqué que ça d'organiser une donnée dans Cosmos et la manipulation, elle est vraiment pas compliquée non plus. Donc, je vais partager mon écran et je vais vous montrer en fait les opérations de base qu'on peut faire sans trop forcer. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti sur une base de données, donc ma base de données que j'avais fait pendant la présentation. Donc, c'est quoi? C'est la base d'AdventureWorks, je crois, où dedans, j'ai une table avec tous mes utilisateurs qui sont organisés. Je vais en prendre un où il y a de la donnée. Je vais en prendre un avec un gros chiffre, voilà. J'ai des utilisateurs dans ma base et chaque utilisateur, en fait, c'est un document JSON.
Donc, je vais faire juste un petit raccourci sur comment organiser la donnée dans Cosmos. C'est que on a des conteneurs. Chaque conteneur est autonome. On peut définir de la capacité de requête par conteneur. Moi, j'ai défini la capacité de conteneur au niveau de ma base de données ici. Comme ça, elle partage les mêmes coûts et ça m'évite de payer pour chaque conteneur. Et ensuite, à l'intérieur d'un conteneur, ma donnée, elle est, elle est organisée par ce qu'on appelle une partition key. En fait, on va créer des sous-blocs de données en fait, on va découper la donnée en sous-éléments et on va appeler ça des partitions de logique. Et chaque partition va être identifiée par une clé qui s'appelle la clé de partition. Donc, en gros, c'est le seul paramètre qu'on ne peut pas changer quand on crée une base Cosmos DB. Si j'en crée une, par exemple, hop, je crée un nouveau conteneur. Il va me demander le nom du conteneur. Je vais mettre DevApps. Et la clé de partition. En gros, une fois que c'est ça, je ne peux pas la changer. Je peux changer pas mal d'autres choses, comment gérer les index, mais ça, je ne peux pas toucher. Donc, c'est le truc qu'il faut faire très attention. Ouais. C'est une colonne dans notre base. C'est une colonne dans notre base. Tu vois, ici, c'est un élément dans mon chemin. Tu vois, ici, je l'ai appelé underscore PK pour la matérialiser de façon vraiment différente des autres. Ça ne peut pas être une combinaison de champs. Non. Alors, non, pour l'instant, non. Alors, si vous cherchez sur Internet, il y a une public preview ou une private preview, je n'ai pas vu, qui s'appelle Hierarchical Partition Key, où on va pouvoir avoir jusqu'à 3 niveaux de colonnes de champs sur la partition key. Parce que, imaginons que dans notre base, on a du multitenant. Donc, on a l'ID du client ici, parce que dans la même partition, je vais avoir le client et toutes ses commandes, par exemple. Comme ça, j'ai tout regroupé dans la même partition. Mais après, je vais avoir des clients par pays et peut-être par boutique. Donc, j'aurai boutique, pays, client. Donc, j'aurai 3 niveaux et des fois, je vais faire des requêtes par boutique, des fois, je vais faire des requêtes par pays, des fois, je vais faire des requêtes par client. Et donc, ce qui est actuellement en preview, c'est le fait de pouvoir choisir sa clé de partition. Mais là, pour l'instant, on n'en a qu'une. Si on veut quelque chose de vraiment, comment dire, on appelle ça j'ai plus le nom. Des partition key composites. Ce qu'on fait en fait quand on crée une clé de partition, on va prendre des éléments qu'on va on va rassembler pour créer une clé de partition composite. D'accord. Concatène de champs. Voilà, exactement, et ça crée une clé composite et c'est ça qu'on va rechercher. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'un document, comment identifier un document dans un conteneur, c'est par le couple ID partition key. C'est ça c'est ça le vrai ID de mon document. Ce qui fait que, en fait, dans chaque partition key, j'ai fait exprès, j'ai le même ID, mais comme j'ai des partition keys différentes, bah, c'est des documents différents. Et ce qui fait que j'aimerais bien aller où j'ai des commandes. On est sur la fin. Je vais faire hop. On peut faire des requêtes quand même. Order by c.desk. Donc il y a quand même un langage de requête. Pourquoi il ne veut pas hop. Parce que c'est des chaînes de caractères, donc c'est pas numérique. Voilà, ici. Et donc on voit ici dans cette partition key là, j'ai le client et sa commande. Et donc c'est des documents, en fait, ils sont vraiment différents. Ils n'ont pas le même contenu. Ici, j'ai des commandes avec le contenu de la commande. Et ici, j'ai le client avec son identité. Et donc, dans mes conteneurs, je vais pouvoir mettre un petit peu tout ce que je veux à l'intérieur. Je ne suis pas obligé de mettre des fichiers JSON qui ont le même format. C'est-à-dire que le plus important, c'est que moi, quand je vais requêter, que je sache qu'est-ce que je vais récupérer pour pouvoir le déserialiser forcément proprement en .NET. Donc, je garde le numéro 30113 parce que je vais en avoir besoin après. Et c'est comme ça que je vais pouvoir stocker ma donnée. Et on voit l'intérêt, c'est que ma donnée, elle est dénormalisée. C'est-à-dire que dans une base de données classique, j'aurai mon client et une table adresse. Et ici, on voit que j'ai directement mis l'adresse de mon client à l'intérieur. Donc, ce qui fait que
ce qu'on essaie de faire généralement dans Cosmos, c'est quand on va récupérer une donnée, on peut la modifier qu'en un seul bloc. Il y a pas encore, je crois qu'il est encore en preview le fait de mettre à jour partiellement le document. Mais en fait, je vais modifier ma donnée. Si je veux la lire, c'est ce que je vais faire en code juste après. Si je veux modifier un élément à l'intérieur, il faut que je récupère le document en entier et que je le remette à jour entièrement. Mais ça fait que si je veux avoir la fiche de mon client, eh ben, j'ai directement toutes mes données en une seule fois. Je n'ai pas besoin de faire une jointure. Déjà récupérer le customer, ensuite faire une jointure sur son adresse. Je récupère tout en une seule fois. Donc, ça me permet de faire des allers-retours plus rapides. Donc, ça permet de gagner du temps quand on fait un site web, par exemple. Donc, voilà à peu près la tête de ma base de données. Elle n'est pas super compliquée. Les champs qui sont importants, donc je disais, il y a l'ID, la partition key, on peut choisir le champ qu'on veut. Ensuite, les champs techniques ici, ça c'est un timestamp qui permet à Cosmos DB d'effacer automatiquement les données au bout d'un certain temps. Donc, on peut mettre en place une sorte de cache qui dit automatiquement, on peut mettre un TTL. C'est-à-dire que si la donnée, au bout d'un certain temps, la donnée, ça n'a pas été mise à jour, elle est supprimée de la base. Donc, ça permet de gérer une sorte de cache automatique et c'est Cosmos qui le fait pour nous. Et on a aussi un e-tag ici qui permet de faire de la concurrence optimiste. C'est-à-dire quand je vais mettre à jour un document, je vais lui dire attention, je te mets à jour, mais la version d'avant, elle avait tel e-tag. Donc, si quelqu'un d'autre l'a modifié, tu ne fais pas à jour. Donc, ça veut dire que quelqu'un l'a écrasé à ma place. Ça, c'est assez pratique parce qu'il n'y a pas vraiment de transaction. On ne va pas ouvrir une transaction, récupérer la donnée et la pousser derrière. Donc, ça, c'est vraiment super pratique. Et après, ça, c'est des champs que j'ai mis moi-même, que j'explique. Si j'ai le temps d'expliquer, j'expliquerai pourquoi j'ai mis ces champs-là. Donc voilà, en gros, les éléments principaux. Ceux-là, j'en parle pas, c'est des champs techniques, ça me regarde pas trop. Alors, côté code, comment on fonctionne? Alors, c'est pas très compliqué. On a déjà en NuGet un seul package où on a tout dedans, qui s'appelle Microsoft Azure Cosmos. Et pour se connecter à la base, on a besoin de deux trucs. L'adresse et une primary key. On a la possibilité maintenant, mais que pour les bases Cosmos, mais pas pour les versions Mongo, Table ou Clevalor, d'utiliser du Airback Azure. C'est-à-dire, j'utilise une identité Azure pour me connecter. Donc là, j'ai gardé la primary key pour la démo. Donc, une fois que je suis connecté, je vais aller chercher mon conteneur. Et comme je disais, mon conteneur, il est dans un conteneur logique qui s'appelle la base de données. Ça permet d'organiser les conteneurs dans ma base de données Cosmos. Et aussi, ma base de données peut contenir des informations de throughput, c'est-à-dire de réservation de capacité de requêtage. Je vais en revenir après quand on va faire nos premières requêtes. Donc, imaginons que j'ai envie de récupérer ce que je disais, le premier document de tout à l'heure. Donc, je vais aller sur mon conteneur, je vais faire un read item async. Et là, Cosmos, lui, il est malin, il sait que je vais récupérer un document JSON. Lui, son intérêt, c'est que je récupère une classe .NET. Donc, ce que j'ai fait juste avant, c'est que j'ai créé une classe ici qui mappe un peu tous mes objets que j'ai dans ma base. Donc, j'ai créé une classe customer, j'ai créé une classe adresse. Et je vais lui dire, dans mon programme ici, je vais dire, je veux un customer. Quel ID? Donc, on dit que c'était customer info. Et la partition key, on avait dit que c'était c'était 3013. Et donc, on va J'imagine qu'il y a des utilitaires qui permettent de générer automatiquement ta classe customer à partir de... Alors, j'ai fait une recherche rapide de Google JSON to C# et je suis tombé sur un site, j'ai posé le JSON et il m'a renvoyé directement là. Tu peux le faire directement depuis Visual Studio. Ouais, aussi, mais j'étais dans Rider. Donc, et non, ça m'a pris 30 secondes de trouver sur Internet l'outil qui me l'a fait. Ouais, je ne l'ai pas écrit. Hein. Je suis une grosse feignasse. Je n'ai pas écrit ça. Oui. Non, mais ça me ressemble pas. C'est intéressant de le dire. Quoi. Oui. Non, mais tu as bien raison. Et donc là, je récupère mon document. J'ai mis un point d'arrêt ici pour qu'on récupère
qu'on récupère le résultat et on va voir ce que Cosmos va nous renvoyer. Donc forcément, tout est asynchrone dans le provider Cosmos. Si vous avez AppInsight, il est directement intégré dans les dépendances, ce qui fait que si vous avez votre application map, vous voyez les appels à Cosmos directement. Vous n'avez pas besoin de faire de créer des dependencies et vous voyez les statistiques. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai pas mis les bons. J'ai pas peut-être mis le bon document. Customer info. TMS5. Juste regarder dans mes notes, parce que j'ai fait un copier-coller tout à l'heure. Customer. Non, c'est bon. Je vais le relancer. Je me suis peut-être trompé. J'en prendrai note que j'ai réussi à lire tout à l'heure. Hop. Hop. Oui, parce qu'après, si la structure des données correspond, parce que dans une base documentaire, les données sont justement sont pas figées. Si tu crées une classe. Ouais. Alors forcément, ça marche il y a 10 minutes, là ça marche plus. Démo 3 customer, ouais, container. Je me suis trompé ici. Ouais, c'est ça. Je me suis trompé ici, c'était un I majuscule. Oui, en fait, c'est ce que je disais dans ma présentation au Virtual Azure Community Day. Quand on a l'habitude du relationnel, on a le modèle figé. C'est la base de données qui gère le modèle. Quand on est avec une base NoSQL comme ça, en fait, c'est le code .NET, enfin le code client qui va gérer la consistance. Et c'est le gros intérêt, c'est-à-dire que je peux rajouter des champs, je peux en enlever. Par contre, c'est un peu comme quand on a une API, une web API qui varie un petit peu, il faut gérer la compatibilité ascendante dans son code. Donc là, c'est bon, quand on récupère le bon document, et je regarde ce qu'il me récupère. Donc, je disais, il va me récupérer un e-tag qui peut me resservir plus tard. Il va me récupérer ma ressource, c'est-à-dire mon document. Ici, je vois ma classe customer avec tous mes champs. Et il va aussi me récupérer une request charge qui est le coût de ma requête. Alors, en quoi c'est important? Ce request charge, c'est ce qu'en fait Cosmos va nous payer, c'est ce qu'on va payer à Cosmos. Ou en fait, quand on a deux façons de consommer du Cosmos DB. On a un mode serverless où on va payer à l'utilisation. Donc, à chaque fois qu'on va faire une requête, la requête a un coût et c'est ça qui va être facturé. Ou alors, on peut prépayer une taille de tuyau pour les requêtes. Et ensuite, si on dépasse ça, Cosmos, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous jeter et il va nous dire, tu as trop consommé dans un laps de temps trop court. Reviens plus tard et fais la requête. Alors, on a des clients comme le client .NET qui, lui, va faire un retry automatique. Et donc, c'est assez transparent. Mais par défaut, quand on regarde toutes les requêtes, on voit qu'à un moment donné, on a un 429, une HTTP 429 qui nous dit hey, tu as échoué. Et en fait, le client .NET, il va réessayer un certain nombre de fois. Et donc, ça permet ça permet d'identifier, quand on a l'application Cosmos, quelle requête coûte le plus cher. Parce que plus la requête coûte cher, plus elle va potentiellement vampiriser de la taille de tuyau à d'autres requêtes. Et surtout, elle va nous faire consommer plus que nécessaire. Donc, on fait un peu la chasse à ce coût. Et comment on limite? Déjà, on essaye de faire des reads au lieu de faire des queries. On essaye de faire des reads. Et quand on va faire des queries, on va essayer de se limiter à une partition logique. Comme ça, je reste dans ma partition key, je sais exactement où elle va être stockée. Parce qu'en fait, Cosmos, ce qu'il fait, c'est que quand on va rajouter de la donnée, il va prendre les partitions logiques, il va les regrouper dans des serveurs et il va scaler horizontalement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne va plus avoir assez de place dans un seul serveur, il va rajouter des serveurs pour nous, c'est transparent. Mais le problème, c'est que chaque fois qu'il va physiquement séparer la base de données en n éléments, il va diviser notre capacité de traitement en n. C'est-à-dire que si j'ai 10 serveurs et que j'ai un throughput, c'est-à-dire une taille de tuyau de 4000 RU, c'est-à-dire de request unit, c'est-à-dire lire un fichier de 1K par seconde, et ben, si j'ai 4000 et que j'ai 10 serveurs, j'ai 400 par serveur. Donc, je vais éviter de séparer et d'aller taper dans des partitions bien spécifiques. Et c'est ce que je dis dans la présentation, c'est que notre boulot quand on fait une base Cosmos, c'est choisir la bonne partition de key pour être sûr qu'on va taper dans toutes les partitions de façon un peu aléatoire et pas viser une partition en particulier. De cette façon, on évite que quand on scale horizontalement,
on n'utilise qu'en fait qu'un dixième si on a 10 serveurs de ce qu'on paye. Donc ça c'est plutôt la théorie, moi je reviens dessus. Donc là, je récupère mon customer et donc techniquement, en gros, c'est un objet .NET et je pourrais faire toutes les modifs que je veux. D'ailleurs, ce que je vais faire var customer égale read response.ressource. Hop, je vais changer la partition key et je vais en créer une autre. Je vais changer la valeur. Hop. En fait, je vais créer, c'est comme si je crée un nouveau document. Et var upsert, et j'ai une fonction upsert. Et j'ai une façon, je peux faire je peux faire un create item async. Ça va créer un nouveau document. Mais si le document existe déjà, bah, ça va me jeter. Je peux faire sinon un upsert qui, en fait, il va faire deux choses. Si le document il existe, il va l'écraser. Sinon, il va le créer. Donc, c'est assez pratique, upsert. Il va le mettre à jour, je veux dire. Il va le mettre à jour s'il existe. Il va l'écraser. Il va mettre la valeur. Parce qu'en fait, c'est tout ou rien. Et s'il n'existe pas, il va le créer. Oui, c'est le genre de choses qu'on cherche à faire sur SQL ou dans n'importe quelle base de données. Ouais. Je veux faire un save, est-ce que ça existe ou pas, quoi. Voilà. Et là, les options, on va sur, comme je disais, request option. On peut, si on veut être sûr qu'on n'écrase pas une donnée qui avait été modifiée ailleurs, on peut lui dire tag. Pour indiquer que, ah oui, ok, mais que si le e-tag correspond bien à celui qu'on a vu avant. Égal read response.e-tag. Comme ça, en faisant ça, ben là, je garantis que quelqu'un d'autre n'a pas écrasé à ma place. Donc voilà, très attention quand on utilise une base Cosmos comme ça, c'est que éviter que quelqu'un écrase deux fois la même donnée. Donc c'est assez facile à faire. Vous pouvez même mettre dans votre repository qui cache un peu Cosmos pour être sûr que vos données ne sont pas écrasées. Surtout que, comme je disais, le e-tag, il est directement ici, vous voyez, il est directement dans mon classe customer. Donc, vous pouvez très bien, si vous voulez être sûr de l'avoir tout le temps, c'est de créer une classe public classe document base. Donc ici, j'hérite. Et vous prenez les champs qui sont tout le temps là. Et vous prenez l'e-tag. Ça, vous êtes sûr que vous récupérez que tous les champs techniques sont systématiquement. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Ah, mais bon, non, j'aime pas ça. Ah, moi, c'est de l'héritage, mais tu sais, ça a 40 ans, il faut s'y faire. Hein, à un moment donné. Et tu verras, ça a plein d'avantages de faire des choses comme ça. Donc, j'ai récupéré mon document, je vais le lancer. On va voir ce qui se passe. C'est quand même plus simple que de faire une interface. Hop, hop, je récupère. Hop, et là, je récupère un nouveau customer. Donc là, j'ai un request charge. Donc, ça m'a coûté un peu plus cher. Parce que les lectures, ça coûte moins cher que des écritures. Donc là, ça m'a coûté 13. Et ma ressource ici, c'est mon customer qui est mis à jour. Donc là, je vois que j'ai un nouveau document avec un nouvel e-tag. Donc voilà. Et je vois, j'ai ma partition key ici, ce qui fait que si je veux chercher where c.pk égale il y a 2 6 de trop. Non, c'était ça. Ouais, je sais. Et là, je retrouve mon document. Bon, voilà, c'est assez simple. Vous voyez, lire, écrire un document facile. Le delete aussi, on peut le faire. Ça marche pareil. Ça va supprimer le document. Moi, je préfère, je vous dis, sur mes bases de données, je vais plutôt faire des deletes virtuels. Delete logiques. Là, je sais pas. Quand il a un peu merdé quand j'ai fait mon import base, mais normalement, mes deletes, je mets des booléens. Pourquoi? Parce que on a un composant dans Cosmos qui s'appelle le changelog. En fait, on peut attacher à Cosmos ce qu'on appelle. Je peux mettre une fonction qui va renvoyer, qui va s'activer à chaque fois qu'il y a un changement sur ma base.
Donc, quand je crée et quand je mets à jour un document, pas quand je détruis, parce que le document n'existe plus, donc je ne peux pas recevoir d'événements. Et donc, on peut réagir. Imaginons qu'un client, on ajoute une commande au client, on récupère via le changelog, la fonction s'active, on regarde le document, ah, c'est une commande. Ah ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je notifie le client que sa commande elle est passée. Et donc, on peut faire des scénarios asynchrones comme ça, juste en se branchant à Cosmos sans créer de bus ou de quoi que ce soit en particulier. Et le gros intérêt, c'est qu'on peut rejouer tout ça. C'est-à-dire que si on arrête la fonction, ben, Cosmos, il reprend là où il s'est arrêté. Et donc, ça permet de faire des trucs très simples en quelques lignes de code. Puisque s'activer, se brancher au changelog et récupérer un document, c'est très simple comme fonction à faire. Alors, je vais poser une question parce que moi, je suis nul en base documentaire. Ouais. Je ne suis pas comme Rémi qui fait ça depuis des années. Si tu as justement plusieurs containers, là tu avais un container où tu avais les informations avec l'adresse qui était à l'intérieur, quoi. Si tu as un deuxième container où il y a une structure qui est complètement différente, mais j'ai toujours ce réflexe de base de données relationnelle. Si je veux avoir une relation entre les deux, comment ça se passe, quoi? Bah après, en fait, c'est comment tu dénormalises pour stocker ta donnée à l'intérieur d'une base non où tu peux pas faire de jointure, en fait. C'est ça que tu veux dire. Ouais. Et en gros, tu as quelques règles déjà. Alors, tu as des règles pour dénormaliser pour que ce soit utilisable dans des bases NoSQL. Et après, tu as des règles plutôt orientées Cosmos pour que ce soit performant. Donc déjà, tout ce qui est 1N, si le N il n'est pas très gros, ça vaut le coup de le mettre comme directement ici, à l'intérieur. Ouais. à l'intérieur. Ouais. Surtout, si c'est pas très gros, généralement, on va les manipuler ensemble. C'est-à-dire quand j'ai un client, généralement, je manipule ses adresses. Mais tu vois, ce que j'avais mis dans la base, j'avais des commandes. J'ai pas. Hop, je vais chercher un client où il y a des commandes. Where type égale order. Tu vois, je vais pas. Si le mec il a 200 commandes, je vais pas mettre tout dans le même document. Hop, lui, il en a. J'en cherche un où il y en a deux. By, c'est OK. Je peux regrouper quelqu'un qui en a plusieurs. C'est bien, il n'y en a aucun qui en a plusieurs. On va prendre celui-là. C'est ici. Il ne veut pas me le mettre. Bon, tant pis. L'idée, c'est que si j'en ai plusieurs, si j'en ai beaucoup, généralement, je vais les manipuler séparément. Donc, je vais plutôt les séparer dans des documents séparés. Je vais les séparer dans le document, puisque chaque document, finalement, il va avoir sa propre durée de vie. Après, le problème, c'est tout ce qui est NN. On n'a pas trop le choix. Des fois, on va mettre des clés dessus. On va mettre des clés pour pouvoir aller chercher l'information, parce que tu ne peux pas faire du relation trop NN. Donc, des fois, tu vas dénormaliser, des fois, tu ne vas pas normaliser. Ça va dépendre de ce que tu veux pour récupérer. Par exemple, ici, dans ma base initiale, les orders dans ma base de données relationnelle, la vraie table order, si je l'avais dénormalisée, j'aurais ça, parce que c'est ça que j'ai dedans. Je vais aller dedans. Dans ma table order, j'ai l'ID du produit, tu vois. Ouais, mais la question, je te dis, hein, j'ai une bille là-dedans. Ouais. C'est, imagine que tu es, je sais pas, moi, par exemple, une table où il y a l'ensemble des personnes, une table où il y a l'ensemble des sociétés, et tu peux avoir une relation NN entre les deux, parce que les gens appartiennent à plusieurs sociétés, etc., quoi. Des fois, au niveau requêtage, est-ce que tu vas faire 2 requêtes ou est-ce que tu peux optimiser ta requête en faisant qu'une, quoi? Par exemple, je veux l'ensemble du personnel de Microsoft. Et bien sûr, parce qu'en fait, là, je récupère moi, je le vais faire document.
Ouais, ce que je veux dire, c'est que quand dans mon code ici, dans mon code là, je récupère un customer, mais après, parce que je dématérialise ça là-dedans, mais j'aurais pu te récupérer un JObject, un truc de sérialisé et sur étape là, mais c'est pas super joli. En gros, si tu as besoin de faire des trucs comme ça, peut-être que ta base relationnelle, c'est peut-être mieux pour toi, tu vois. Et c'est ça, il faut bien voir à quel moment on a besoin d'une base de données documentaire et à quel moment on a besoin d'une base de données relationnelle. Et peut-être que tu as besoin d'une base de données relationnelle pour faire des requêtes dans ce genre-là. Et après, peut-être pour certaines parties de l'application, tu as besoin d'une base de données documentaire parce que tu veux des lectures très rapides. L'idée, c'est de projeter une Exactement. partie de ta base sur une représentation où tu fais un read qui va correspondre à ce que tu veux afficher. Exactement. Je prends par exemple, ce que je prends à chaque fois, tu as un site e-commerce où tu peux avoir dans le back une base de données relationnelle parce que tu as toutes tes intégrités et comme ça, tu n'as pas de duplication. Tu peux changer, organiser tes catégories comme tu veux, gérer tes commandes, tu as des transactions dedans, ce qui fait que tu peux modifier plein de tables simultanément et tu es sûr que c'est cohérent. Et après, quand tu as ça, tu peux avoir une base de données Cosmos en front où tu as tout dénormalisé et ton client, lui, pour lire son statut, tu peux avoir peut-être ses adresses et ses 3 dernières commandes, par exemple, ce qui fait que sa page de statut, il va être lu en un seul document. Tu n'as pas besoin de faire 4-5 jointures. Donc, c'est plutôt ça qu'on essaye de faire maintenant dans des applis modernes, c'est d'utiliser des fois plusieurs référentiels pour un usage. C'est-à-dire que ta base relationnelle, elle est faite pour beaucoup d'écriture, mais elle n'est pas forcément super performante en lecture. Et ta base NoSQL, elle est plutôt performante avec beaucoup de lecture et pas beaucoup pour faire beaucoup de changements en même temps. Même si techniquement, tu peux le faire avec Cosmos, on a des moyens de faire des simili-transactions. D'accord. Donc voilà, on va plutôt essayer de. C'est ça qui est important au début, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ta donnée pour pouvoir choisir le bon modèle. Il ne faut pas partir en disant ma base, je prends du Cosmos et après j'essaie de faire rentrer le modèle dedans. On va plutôt choisir le modèle de données en fonction de ce qu'on veut faire. Ok. Alors je reviens juste sur mes documents ici. Donc là, j'ai fait un upsert et j'ai vu que je peux faire des queries dans un langage simili SQL. Donc je peux faire des requêtes sur à peu près tous les champs. Je ne peux pas faire des jointures entre documents, c'est forcément un document. Je peux faire aussi, là, je n'ai pas la possibilité parce que c'est automatiquement dû, mais je peux faire aussi des projections, récupérer juste une partie de mes documents. Je vais retourner sur celle-là parce que c'est celle-là qui m'intéresse. Et en .NET, je peux quand même aussi faire ce qu'on appelle des requêtes, un peu comme on a l'habitude de faire avec Entity Framework, des requêtes link. Donc, on a quand même un peu de liberté. Donc, je vais faire une requête. Attends, hop, get item inquirable de customer. Hop. Et donc, je peux faire from cust in. Hop. Ouais, mais là, on sent que tu n'as pas une fonction spéciale. Donc, on sent qu'il y a, enfin, je ne sais pas s'il n'y a pas plusieurs requêtes qui sont faites derrière, in fine, sur Cosmos DB, non? En fait, tu vas voir. Hop. Ouais, je te laisse Pourquoi il finir. veut Hein. pas? Ouais, Elle pourquoi a il veut pas? Ouais. concentré, là. Non, non, ouais, hop. Cust. Je vais renvoyer. Hop, new. Envoyer ça. Point. Je vais renvoyer directement l'objet, comme ça j'aurai tout. Hop. Voilà. Donc, ma requête link, je peux faire un order by aussi. Il est capable de faire les mêmes choses que custom by point, company name, par exemple. Il te faut faire un toolist ou quelque chose pour valider la requête. Non, pas besoin. En fait, là, je crée la requête et après, il faut que je le transforme en itérateur pour récupérer la donnée. Et après, il va faire la requête. Au moment d'itération, ouais. Ouais. Hop, to feed itérator. En fait, il va transformer la requête link
en langage SQL qui correspond à Cosmos, et c'est lui qui va faire le boulot. Et donc là, on va pouvoir, et c'est là que la magie opère, égale iterator.read next async, et on va récupérer un premier jeu de résultats. Est-ce que du coup, il fait tout ça en asynchrone? Ouais. Au moment, en fait, il va Message faire la sur première message? lecture ici, ouais. Ok, pour ça. Et tu vas voir, en fait, Ça, c'est cool. ça va avoir des avantages et des inconvénients dans la façon dont on écrit nos écrans. Alors, on peut lui indiquer, il ne va pas récupérer toutes les données. Ah oui, j'ai oublié de faire un await, forcément, ça ne va pas bien marcher. Pendant ce temps-là, il y a Laurent qui dit que tu n'es pas un ninja sur Rider. Ouais. Les gars, je fais du coding tous les jours depuis un mois. Je suis un peu rouillant, c'est Sharp. C'est bien Kotlin. Hein. Ouais, quand on n'avait pas des trucs Spring en dessous. Ouais. Je balance. Hop. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va récupérer. Là, il va nous renvoyer tous les tableaux, mais en fait, ce qu'on fait généralement, on va lui demander de renvoyer par bloc. On n'a pas de pagination en Cosmos. On ne peut pas lui dire simplement renvoie-moi les résultats de la première, les 100 premiers, les 100 deuxièmes. Donc, on a ce qu'on appelle de la continuation. Donc, je vais lui dire, en fait, ici, dans le feed itérator, je ne me rappelle plus où est l'option. Option, je ne me rappelle plus où je le passe. Et ton get item link queryable, là, c'est que sur le document. Justement, Ouais. tu ne peux pas faire de jonction. Non, je peux récupérer qu'un seul truc. Voilà. Ah, c'est là, c'est new query request option. New query request option. Là, je vais faire max buffer item count. Et là, on va indiquer combien d'éléments on veut récupérer. Hop. Je crois que c'est ici. Non, c'est max item count. Ouais, c'est max item count. Je vais relancer. Ah oui, ça veut dire que c'est query item. Je vais sortir. C'est là que j'avais mis. Je me rappelle plus. Request option. Ouais, request option. Voilà. Et quand on a une page, par exemple, quand on a beaucoup de données, ce qu'on va faire, c'est que ce que je fais généralement, c'est que derrière, j'ai une API qui va remonter ça à mon front en SPA, par exemple. Je vais récupérer les 100 premiers éléments. Et quand on arrive en bas, soit on a un bouton pour dire renvoie-moi les 100 suivants. Ou alors, on lui dit, généralement, des fois, on a un scroll infini où quand on arrive en bas, vous voyez, des fois, comme dans Twitter, il va recharger les suivants. Et c'est plutôt ce genre de scénario qu'on a dans Cosmos. Donc ici, quand je vais aller là, il va me renvoyer 100 éléments, comme je lui ai dit. Donc ma requête, elle est moins chère, hein, puisque tout à l'heure, elle était à 35, je crois. Là, je suis à 7. Donc si en fait, j'ai besoin que les 100 premiers éléments, j'ai gagné 28 éléments de request charge. Et il va me donner un continuation token. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que quand je vais arriver en bas de la page, je vais refaire une nouvelle requête à la base avec la même requête link, en fait. Mais je lui dis, je vais te donner ton continuation token et tu vas me renvoyer les éléments suivants. La suite. Comme ça, en fait, à chaque fois, je vais payer que ce que j'ai besoin.
Et donc, c'est plutôt comme ça qu'on va faire pour récupérer notre donnée dans Cosmos, toujours avec des seaux, et on va essayer de limiter le plus possible notre consommation. Donc, par exemple, si j'en ai besoin que de 20, je vais en mettre que 20. Et après, on a quand même la possibilité ici, comme les itérateurs, quand on a lu, de le rappeler pour pouvoir récupérer les éléments suivants. C'est-à-dire qu'ici, dans Response, en fait, on a un tableau, on a le nombre d'éléments et puis on a le... Et ta charge, oui, ta charge, tu l'as, oui. En fait, à chaque fois qu'on fait une requête, on a le request charge, systématiquement. Ça, c'est extraordinaire, ça. Il faudrait qu'ils mettent ça pour SQL. Et ce qui fait que tu peux techniquement, moi ce que j'avais fait sur un projet, c'est que j'avais caché Cosmos DB derrière un repository, derrière un adapteur, et dedans, en fait, chaque fois que j'ai une requête, hop, je remontais la charge dans mes logs Cosmos, dans mes métriques, ce qui fait que je pouvais analyser régulièrement ce que faisait l'abruti de développeur derrière, quoi. Exactement, et je pouvais optimiser les requêtes et derrière récupérer et gérer mes coûts comme ça. Donc c'est extraordinaire, ça. C'est vraiment assez pratique et c'est pas vraiment très compliqué à faire et donc là je disais dans customers et je fais juste un response.resource.toList et là en fait je récupère directement ma liste de mon tableau de clients que je pourrais manipuler et après je pourrais les remettre directement à l'intérieur. Et il disait on a la possibilité aussi de faire ce qu'on appelle des transactions batch. Alors, il faut qu'on spécifie une partition key. Je vais mettre none pour la démo par batch. Et dans le batch, on peut lui dire crée-moi un élément, supprime-le-moi, mets-le à jour, remplace-le. Et en fait, Cosmos va faire en sorte que tous ces éléments-là soient exécutés en une seule fois. Imaginons qu'on crée un client et en même temps, il a une commande. Et que dans le client, on va mettre à jour, par exemple, la liste de ses dernières commandes. Imaginons, on met le client à jour, donc il a la nouvelle commande qui apparaît en résumé dans ces 3 dernières. Mais quand on ajoute la commande, la base, il y a un problème, on n'a pas mis. On se retrouve avec un repository qui est pas cohérent. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un transaction batch. On va d'abord créer le customer, on va mettre à jour, on va récupérer le customer, on lui rajoute sa commande, on lui rajoute l'order et on lui demande d'exécuter le batch en une seule fois. Est-ce que ça marche sur différentes partitions? Non, en fait, je crois qu'il faut rester dans la même partition. Et avant, on était obligé de faire ça c'était plus compliqué. Avant, on était obligé de faire ça en procédure stockée. Donc ça, c'est quand même bien pratique de pouvoir le faire en .NET. Donc avant, pour faire ça, j'avais créé une procédure stockée en JavaScript qui faisait toutes les opérations. Donc, si je comprends bien, la première chose à apprendre, c'est comment bien structurer tes documents, quoi. Exactement. Et ça, tu as ce qu'il faut sur sur Internet. Il y a limite tous les 6 mois, tu as une vidéo d'un gars de Microsoft qui te dit comment organiser ta donnée dans Cosmos. Et déjà, savoir est-ce que la base non relationnelle, c'est forcément quelque chose qui est nécessaire? Est-ce que finalement, la base relationnelle, c'est pas plus mal? Ensuite, comment je l'organise? Et après, comment je l'organise pour que ce soit performant et moins coûteux dans Cosmos? Et après, je conseille de jamais mettre Cosmos comme Entity Framework en front dans le métier, mais toujours utiliser un peu les mêmes patterns qu'on a dans l'architecture hexagonale, les ports et les adapteurs pour cacher ce repository-là derrière pour pouvoir mettre sa télémétrie. Sachant que l'intérêt de Cosmos, c'est que les POCO qu'on va manipuler en base, on peut limite s'en servir directement dans nos POCO, dans nos adapteurs, quoi. Et Rémi, toi, par rapport à MongoDB? Oui. Là, je te réveille. Non, j'écoutais confortablement, mais j'écoutais. Parce que tu nous avais fait un podcast là sur MongoDB, ouais. C'est la base documentaire. Par rapport à Cosmos DB, toi, c'est à peu près la même chose. Il y a les mêmes fonctionnalités. Oui, on va retrouver à peu près la même chose. Oui. Déjà, alors Cosmos DB, tu peux avoir directement le MongoDB. Hein, donc, tu peux directement réutiliser les pilotes MongoDB si tu veux. Et sinon, effectivement, je dirais un petit peu plus bas niveau, mais on retrouve le même niveau de fonctionnalité. Ce qu'a montré Michel, là, donc il n'y a pas de...
Pas vraiment de différence. Là, j'ai montré sur une région, mais on a la possibilité, et c'est transparent pour l'utilisateur, d'avoir plusieurs régions. C'est-à-dire que ma base, là, elle est en West Europe, mais dans le portail Azure, je peux directement lui dire, bah, tu me mets un réplica en Australie et en Amérique du Sud. Ouais, et t'envoies les lingots d'or en même temps. Non Ouais. Et en fait, bah, après, je vais si je mets, en fait, je vais payer après mon throughput par le nombre de réplicas. C'est-à-dire que si j'ai 4000 RU de throughput, bah, j'aurai 3 fois 4000 si j'ai 3 réplicas. Et après, ce qu'on est capable de faire, c'est de faire du multi-write, c'est-à-dire que autoriser du write dans chaque région. Et après, pour réduire la latence, on a plusieurs niveaux de niveau de consistance. C'est-à-dire, comme on modifie la donnée à plein d'endroits en même temps, ou même simultanément dans le même endroit, mais de façon différente, tous les utilisateurs, à un moment donné, n'ont pas la même vision de la donnée. Ce qui est complètement pas possible avec une base de données relationnelle où quand la donnée elle est écrite, elle est visible pour tout le monde. Et donc là, on a des niveaux de cohérence qui peuvent varier de ma donnée, elle va être chacun voit vraiment n'importe quoi dans n'importe quel ordre pendant un laps de temps court. Je ne parle pas de 10 jours, je parle pendant quelques centaines de millisecondes, le temps que toutes les données se répliquent. Ou alors, tout le monde ne voit pas les mêmes données se mettre à jour à la même vitesse, mais elles sont mises à jour dans le même ordre. Par exemple, si ma base de données Cosmos, ça sert pour un truc de discussion, tout le monde, s'il fait des refreshs en même temps, ne verra pas les mêmes niveaux de discussion, mais verra les messages dans le même ordre. Par contre, si c'est par exemple pour stocker des informations qui sont toutes indépendantes, on s'en fout qu'on n'a pas exactement à milliseconde près exactement la même valeur. Donc là, on sait que notre base sera éventuellement consistante, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle sera consistante s'il ne se passe plus rien, mais tout le monde n'a pas la même vision. Et donc, on a aussi des niveaux, qui est le niveau le plus utilisé, qui s'appelle session, qui automatiquement va faire en sorte que si je fais plusieurs requêtes d'affilée dans mon conteneur, Cosmos va me garantir que je vais voir la même chose pour ne pas avoir de surprise. C'est à peu près le même niveau si on devait l'équivalent en relationnel, c'est un peu que si on avait du repeatable read au niveau de l'isolation dans SQL Server. Et par contre, plus on a un niveau de consistance élevé, plus les requêtes sont lentes et plus ça coûte parce qu'il faut faire de la synchro. Ouais. Et justement, pas une question bête là pour finir, parce qu'il est l'éditeur 1. Au niveau coût, c'est une question un petit peu stupide, j'imagine, là. Mais est-ce qu'au niveau coût, par rapport à une base SQL C'est pas pareil parce que l'avantage de Cosmos, c'est que si tu payes, c'est-à-dire que tu peux avoir, si tu fais un read, que tu aies 1 méga ou 1 téra de données, si tu fais un read, tu auras la même latence. Elle te les garantit. Donc, tu ne vas pas avoir les mêmes, ce que tu ne peux pas forcément garantir avec une base de données relationnelle. Et en fait, tu vas payer par taille de tuyau et ça va dépendre des requêtes. Tu peux avoir de l'autoscaling pour payer juste ce que tu veux. Tu as du serverless pour payer que si tu as très peu de requêtes. Et après, le coût, vraiment, ça va dépendre comment tu as organisé ta donnée. C'est vraiment ça le problème. Si tu organises mal ta donnée, ça va te coûter cher. Si tu organises bien, ça va être très rentable. Ouais, de toute façon, l'idée derrière, c'est qu'il faut que le développeur se penche sur comment est consommée la donnée, quoi. Comme n'importe quelle base de données. Ouais, Est-ce que ça vaudrait... ce qu'il faisait pas avant. Hein. Ouais. Est-ce que ça vaudrait pas le coup, du coup, de mettre un maximum de choses dans un seul et même document? En fait, tes documents, ils sont limités à. Non, parce qu'après, tu vas payer par la taille du document. C'est-à-dire que plus ton document est gros, plus tu vas payer aussi. Okay, donc, Et tu es limité, je crois, à 2 mégas par document aussi. Par contre, c'est sûr, c'est que pour éviter de lire toute ta base, c'est-à-dire payer tous tes conteneurs logiques à lire, tu vas faire des requêtes dans une même partition. Déjà, pour réduire l'espace de données à parcourir pour ta donnée. Donc déjà, ça va coûter moins cher. Est-ce que tu peux récupérer de la donnée, une seule partie d'un document, par exemple, ou mettre à jour une seule partie du document? Alors, tu peux, je crois que c'est en preview, le mettre à jour. La lecture, oui, tu peux faire une projection. Donc déjà, tu peux réduire la liste de données, la quantité que tu récupères parce que tu peux projeter avec dans le select. Ok, donc pas au niveau de l'update, quoi. Non, pour les données, non, tu as besoin du document. Après, tu peux faire des trucs au plus près de la base avec des procédures stockées, mais je crois que je sais plus quel mot, le patch, je crois qu'il est en preview actuellement. C'est parce que c'est un truc à Mongo qui n'a pas Cosmos. Ok, bon, écoute,
Michel, c'était super intéressant. Et encore une fois, tu as détruit le deuxième sujet, le troisième sujet qu'on a abordé aujourd'hui. En fait, tu peux pas l'aborder, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Tu sais que ça va être la guerre et tu veux pas l'aborder. Voilà. Je veux pas. Écoute, c'est super intéressant. Je ne sais pas si vous avez d'autres informations, d'autres sujets à dire. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas sur quel sujet. Si vous avez des sujets, justement, n'hésitez pas à m'en parler. Et puis. Et inscrivez-vous mardi prochain à mon clash sur l'IA. Ah oui, 12h30. Avec Edwige. Ouais, inscrivez-vous. Ouais. C'est à 12h30. Ça va durer 1h30, 1 heure, ça va être cool. C'est mardi prochain. Envoyez l'URL. Ouais, elle est dans Slack. Tu pourrais faire une petite com avec le compte DevOps, Richard? Oui, pas de problème. Merci. Oui. Je suis moins relou que tu as vu que Blazor D, hein, t'as remarqué. Oui. En quelques mots, ça consiste en quoi? C'est une collègue et une ancienne collègue, Edwige, qui vont discuter pendant 1 heure sur l'IA. Qu'est-ce qui est plus intéressant pour une société? Est-ce que l'IA sur étagère, c'est-à-dire les cognitives, quels sont les avantages par rapport à si je faisais mon IA moi-même? Donc, on va échanger là-dessus pendant 1 heure. Donc, avantages et inconvénients là-dessus, et sur un format un peu original que Microsoft a lancé avec les communautés en région depuis l'année dernière. Donc, un truc un peu plus interactif, un peu plus fun qu'une simple discussion sur ce sujet. Ok. Et puis, puisqu'on est dans les pubs, là, il y a toujours le Dev Day là, qui a lieu au mois de novembre. Je ne me souviens plus quelle date c'est exactement, mais comme il n'y a aucun organisateur des Dev Day aujourd'hui, donc. Ouais. Je note que les Belges, ça les intéresse pas la donnée. Ouais, ils ont perdu au foot, donc là ils boudent. Voilà. Bon, écoutez, bonne soirée. Bonne soirée. J'avais 203. Ouais. À la semaine prochaine. Ciao. Bye bye.